Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver ici. Ça fait un petit moment que on n'a pas échangé, que je n'ai pas réalisé de vidéo pour toi. Et le moment est venu parce qu'on va parler de chat GPT-3. Avant d'aborder le sujet, je vais me présenter. Je m'appelle John. J'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et je suis vendeur certifié sur la plateforme ComeUp. Donc, j'exerce depuis exactement janvier 2021 et on a déjà aidé près de 950 personnes sur cette plateforme et sur d'autres plateformes à fabriquer, publier et vendre plus de livres. C'est l'activité à temps plein et on est une équipe. J'ai mis en place une équipe de 8 personnes en présentiel. Alors, on est basé à Antananarivo, Madagascar. Et donc, bien entendu, le coût de la main-d'œuvre est complètement différent de l'Europe. Je suis aussi responsable d'un groupe Facebook qui s'appelle Accélération pour auteurs et écrivains Podto Digital. Donc je t'invite à rejoindre le groupe si cela t'intéresse. On parle souvent argent et il y a énormément de groupes d'auteurs, hein. Nous, on est plutôt axé un peu sous-sous. Donc si ça t'intéresse, on peut probablement s'entendre. Alors, ChatGPT 3, je t'invite à visionner vivement la vidéo de Nicolas Rocher ici et t'abonner à sa page Facebook. Il en parle très bien. Chat GPT plus Amazon KDP. Je t'invite aussi à aller t'abonner et à visionner la chaîne de notre confrère Jérémy Ferrand. Très très bien aussi sur le sujet, hein. Voilà. Jérémy Ferrand Business. Donc il donne les grandes lignes, entre autres, pour écrire son livre. J'ai pris un petit peu de temps pour reparler de Amazon, de ChatGPT 3 parce qu'il me manquait du recul. Nous, on l'utilise, hein. On ne l'utilisait pas auparavant, on l'utilise depuis le début, hein, depuis son lancement, notamment sur tout ce qui est sommaire de livres et ghostwriting. On l'utilise plutôt comme un outil. Donc, c'est un outil qui va nous aider sur des grandes parties du livre. Et je vais vous expliquer un petit peu comment. Alors, premièrement, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Amazon ChatGPT 3 ne va pas vous pondre un livre de 80 pages parce que vous allez l'utiliser, hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amazon ChatGPT 3 aujourd'hui ne vous fabrique pas un livre de 80 pages ni de 25 pages uniquement parce que vous allez lui demander ça dans son chat. Donc ici, c'est un prompt. Donc vous allez pouvoir lui demander des choses. Par exemple, je suis en train de réaliser une vidéo qui explique les avantages, limites et contraintes de ChatGPT 3 pour écrire un livre. Voilà. Rédige-moi le plan de ce qu'il faut aborder. Donc voilà, hein. Donc il va le développer. Je ne l'ai pas fait auparavant. Ça va peut-être me donner une petite idée de ce que je devrais parler ou pas. Je découvre en même temps que toi. Donc je ne vais pas présenter ChatGPT 3 puisque tu sais déjà ce que c'est si tu es sur cette vidéo. Si tu ne sais pas, va voir une petite vidéo YouTube qui t'explique ce que c'est. Les avantages, je ne vais pas développer les avantages. Ce n'est pas une vidéo de promotion pour ChatGPT 3. On va tout de suite rentrer dans les limites de ChatGPT 3 pour écrire un livre. Je ne vais pas obligatoirement parler de tout ça, hein, de ces éléments-là. Je ne vais pas obligatoirement parler de contraintes, même si j'en ai parlé. Je vais l'aborder sous un autre angle que moi j'avais déjà prévu. Alors, en fait, on peut utiliser ChatGPT 3 pour écrire un livre. Et en fait, il n'a rien d'intelligent, ChatGPT 3, hein. Nous sommes des êtres humains et nous avons un cerveau avec une connexion neuronale et une malléabilité de l'esprit. C'est à nous, êtres vivants, l'une des formes les plus intelligentes connues sur cette planète, d'utiliser cette véritable intelligence humaine composée d'émotions, de sentiments, sensations, de notre capacité à écrire et en même temps à avoir son cœur qui continue de battre et à ressentir des émotions, etc. C'est vraiment ça l'intelligence au sens large. ChatGPT 3 a bien entendu des ressources en termes de données, a énormément de données, énormément de connaissances techniques, entre autres, même s'il a fait de super progrès sur la partie des émotions, etc. Donc, écrire un livre avec ChatGPT 3, qu'est-ce qu'il faut pour écrire un livre? D'abord, on va écrire un livre, que ce soit un livre de non-fiction, fiction,
notamment les livres de non-fiction, d'après son expérience personnelle. Donc on va biaiser le point de vue, on va tordre, on va distordre le point de vue en fonction de son expérience personnelle. L'expérience personnelle, ça va être les histoires, notre enfance, notre éducation, notre religion, nos croyances, nos dogmes, la façon dont on a été éduqué, la façon dont on a été formaté, la façon dont on a eu des souffrances, des difficultés. Ça va aussi lier à être notre résilience, etc., notre expérience de vue, notre vision du monde. Et ça va aussi être lié à nos troubles de l'esprit, nos illusions, et à nos difficultés à voir les choses telles qu'elles sont de la façon la plus neutre ou la plus simple possible. Je vous donne un exemple. Cette semaine, j'ai eu des difficultés avec quelques collaborateurs dans notre équipe et on doit, dans quelques instants, faire une réunion pour recadrer les choses. Donc, quand on fait une réunion pour recadrer les choses, bien entendu, je vais être perturbé par mes émotions parce que j'ai été agacé et énervé au moment où j'ai constaté des négligences ou des difficultés à un moment. Donc, quand je vais faire cette réunion, cette réunion va être affectée par mon expérience personnelle. Cette réunion, si elle devait être menée par un robot, ne serait pas menée de la même façon que si elle était menée par moi, un être humain. Donc, il va être important pour moi, lorsque je vais mener cette réunion, de rester calme, le plus calme possible, de façon à accorder la plus grande attention possible à ce qui va être dit, ce qui est dit par le collaborateur au moment où il le dit, sans penser obligatoirement à autre chose. Même si, encore une fois, quand il va parler, il y a du bruit mental qui va me faire penser à ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Et c'est aussi ça, la forme d'intelligence la plus élevée que je vous décrirai, que je vous décrivais il y a quelques instants de façon paradoxale. Donc, bien prendre en compte l'expérience personnelle. Donc, quand on écrit, quand on réalise un prompt sur ChatGPT 3, on peut biaiser. Donc, on va mettre OK, parfait. Rédige-moi cela à la façon je dis, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Voilà. Voilà, on va voir ce qu'il nous dit. Vous voyez, on n'introduit pas la chose de la même façon. Donc, je n'ai pas besoin de suivre, de voir ce il va dire. Mais là, il va utiliser un champ sémantique lié à cette personne, hein, qui est le Dalai Lama, le guide le père spirituel de toutes les personnes qui sont engagées dans le bouddhisme, hein. Donc, il va utiliser un champ lexical lié à ça. Si je lui dis écris-moi ça avec de l'humour ou avec une autre personne, il va aussi le faire. Et ça, vous le savez. Donc il faut bien entendu de l'expérience personnelle et il faut aussi de la connaissance, donc l'imagination et la créativité. Donc bien entendu, on va avoir une imagination visuelle. Donc récemment, on a écrit un livre pour les enfants basé sur la méthode Montessori. Donc il nous faut, nous, aller chercher, faire des recherches sérieuses et approfondies sur ce qu'est la méthode Montessori et sur ce qu'elle n'est pas également. Donc comment on écrit un livre réellement basé sur la méthode Montessori. Encore une fois, il ne s'agit pas de greenwashing, hein. Il ne faut pas dire mettre un autocollant livre écrit selon la méthode Montessori, alors que dans le livre, il n'y a que dalle, c'est du bullshit. Le résultat, c'est que dans les commentaires Amazon, on aura vite une étoile, 2 étoiles au lieu de 4 ou 5, ou un mauvais commentaire. Et là, ça plongera le livre complètement dans quelque chose de négatif, même si on pourra noyer le commentaire, etc., etc. Donc, quand vous publiez un livre écrit avec ChatGPT 3, gardez bien présent à l'esprit que si vous faites des bêtises, des conneries, vous faites du bullshit et que vous êtes très pressé par l'appât du gain, poussé par l'appât du gain, l'avidité de publier, de gagner de l'argent avec Amazon KDP, si vous faites n'importe quoi, ça va être contre-productif. Vous allez gagner du temps avec ChatGPT 3, oui, vous allez même pouvoir pondre le livre en 2 jours, même en une soirée si vous êtes sous substance, et vous allez même pouvoir publier le livre le lendemain matin. Mais très rapidement, votre livre, qualitativement et humainement, parce que ce sont des êtres humains qui vont lire le livre, ben, il ne se vendra pas. Ou s'il se vendra, les internautes, les lecteurs, ce sont des êtres humains, vont vous dire mais c'est n'importe quoi ce livre, c'est ridicule. Surtout pour toi hein, qui est dans cette vidéo, tu as déjà testé un petit peu ChatGPT 3, tu sais très bien que sa façon d'écrire n'est pas tout à fait la meilleure façon qui soit et le style rédactionnel est souvent bien complexe. Donc, il faut de l'imagination, de la créativité. On pourrait séparer imagination et créativité, donc j'ai mis dans le même, hein.
Donc, quand on va rédiger un livre, on va accentuer avec des adjectifs et une sémantique, une sémiologie propre à la partie visuelle, à des parties auditives, à des parties émotionnelles, conceptuelles ou narratives, etc. Si on prend la partie émotionnelle, ça permet surtout à l'auteur de ressentir des émotions, les émotions des personnages, de celui qui narre, des protagonistes, des antagonistes, etc., et de les transmettre au lecteur. Si on ne demande pas à ChatGPT 3 d'orienter dans cet axe émotionnel, il ne va pas le faire, hein. Il ne va pas obligatoirement le faire. Il va même rester de façon neutre. Il va sortir des choses très lissées. Donc, s'il s'agit d'une petite fille qui va faire sa rentrée des classes et qu'elle va manger à la cantine, et que à la cantine, on doit expliquer, narrer les émotions, les couleurs, les formes, les goûts, les sensations, etc. Si on n'utilise pas les bons mots ou la bonne axe, ChatGPT 3 ou toute forme intelligence artificielle du moment ne saura probablement pas le faire. L'imagination conceptuelle, c'est concevoir des mondes, des sociétés, des technologies futuristes ou imaginaires. Les contraintes ou la limite avec ChatGPT 3, c'est qu'encore une fois, avec un prompt, un seul prompt, une consigne, vous ne pourrez pas générer 80 pages. Donc, à chaque fois, vous êtes obligé de réaliser, d'exécuter des milliers, des centaines de prompts pour pouvoir obtenir une histoire complète. Et à chaque fois, en tant qu'être humain, vous devez lui repréciser que c'est une histoire pour enfants, que cette histoire se passe sur la planète Mars, que cette histoire se passe en 2041. Et à un moment donné, des fois, vous oubliez de copier-coller le prompt ou vous êtes embarqué, ou quelquefois, vous entrez dans une phase d'agent conversationnel avec lui, c'est-à-dire que vous parlez à la suite comme un chat, et lui, il oublie de prendre en considération que l'histoire se passe sur une planète éloignée de la Terre en 2051, par exemple. Il faut régulièrement lui rappeler, lui redonner le périmètre. Ça aussi, c'est une difficulté. Même moi, même nous, hein, on a des équipes, on est tout le temps là en permanence, on a plusieurs phases de vérification et de contrôle. On a par exemple en ce moment trois agents qui écrivent en permanence des livres et chaque agent se passe le manuscrit l'un ou l'autre presque tous les 2 ou 3 jours pour vérifier les pertinences, par exemple. Donc, il faut aussi donc avoir des compétences narratives. Ça, vous pouvez vous former, vous améliorer, hein. Il y a des groupes Facebook en ce sens. Vous avez des professionnels. Je fais un petit coucou à Sylvie, hein, voilà. Je vous invite à suivre un petit peu ce qu'elle fait. Elle est très très bien dans la partie narrative. Elle est expérimentée. Elle s'est formée à ça. Et elle vous aidera à vous améliorer dans les expériences les narratives. Donc là, c'est concevoir des histoires et des arcs narratifs. Moi, je ne suis pas très bon en arcs narratifs sur les livres de fiction. Je suis même nul. Je suis zéro. Des intrigues captivantes, je suis zéro. Dans mon équipe, par exemple, lorsque nous, on va produire des livres pour enfants, je vais vous montrer ça, moi, je ne sais pas le faire. Aucune personne de mon équipe ne sait le faire. Il y a une seule personne qui sait le faire. Et elle ne travaille pas chez nous, elle est en externe. Je vais écrire une histoire pour enfants, vous voyez. Et il n'y a que elle qui peut raconter des histoires de châteaux, de dragons, de donjons, de capes et d'épées, etc. Et ça nécessite un réel talent ou un réel conditionnement. Moi, je ne sais pas le faire. Mes collaborateurs ne savent pas le faire aussi. Ensuite, il faut donc avoir de la connaissance. On peut toujours se former, hein, avec différentes encyclopédies en livres. C'est encore mieux si on lit des livres en version réelle, hein, en bibliothèque, médiathèque, etc. Et donc, il faut une connaissance sur les personnages, les genres littéraires, les sujets, les techniques d'écriture. Ça revient un petit peu à l'imagination narrative et à l'art narratif. Et encore une fois, dans un livre, et c'est là que ça commence à devenir intéressant dans ce que je suis en train de dire, si vous faites un livre avec ChatGPT 3, mais que vous ne rajoutez pas des dates, des faits, des exemples, des métaphores, des suggestions, beaucoup d'exemples, votre livre il sera fade et il ne sera pas agréable à lire, il ne va pas véhiculer des émotions, il ne va pas véhiculer des images. Donc là, vous êtes parti pour récolter un avis mitigé, mauvais, voire négatif. Donc c'est vraiment ça, cette partie-là, elle est l'une des plus importantes dans ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a des prompts, moi j'utilise des prompts, on a des prompts qu'on a créés, des consignes qui permettent à chaque fois dans chaque réponse de faire ressortir ces éléments. Plus vous avez un prompt précis, mieux c'est. Bon, quelquefois il faut aussi ne pas avoir un prompt trop chargé.
Il faut bien entendu de la passion, de la détermination, de la persévérance. Ça, ce sont les qualités de l'auteur ou de l'écrivain. Ce sont des mots que j'utilise un petit peu moins, auteur et écrivain. Je parlerai plus de rédacteur ou de personne, du mot personne, puisque nous, on a énormément de commandes de livres et ce ne sont ni des auteurs, ni des écrivains, ni même des rédacteurs. Moi, j'ai énormément pas énormément, mais je dois avoir 10% des personnes que j'accompagne qui ont un CDI ou qui font du business, qui investissent dans l'immobilier, des NFT, des cryptos, et qui ont maintenant diversifié leur portefeuille d'investissement, qui investissent dans l'écriture de livres, de la publication de livres sur Amazon et qui se sont constitués des librairies de cette façon. Donc c'est ce que j'ai de plus en plus depuis 6 mois. Alors, on va partir maintenant dans les recherches et connaissances. Bon, bien entendu, c'est un petit peu redondant par rapport à ce qui était abordé. Donc, on va parler plus de cible, à qui s'adresse mon livre. On peut écrire un livre sur la mythologie égyptienne pour les enfants, pour les adolescents ou pour les adultes. C'est pas la même chose, il n'y aura pas les mêmes contenus. Le contenu sera plus ou moins pertinent en fonction de ce que je vais préciser à ChatGPT 3, parce qu'on parle de ChatGPT 3. Il y a aussi le contexte. Donc on peut moduler en fonction du contexte ou des enjeux. Donc le contexte, ça peut être la période, la situation géographique, le moment où l'internaute va acheter le livre dans un processus global. On peut parler par exemple de tout ce qui est livre pour enfants ou accompagnement à la maternité d'une maman ou d'un papa. On n'écrira pas le livre de la même façon alors que l'enfant ne soit pas né ou que l'enfant soit en phase de création, de conception par le papa et la maman. Ensuite, une fois que la maman découvre qu'elle est enceinte et attend un bébé, puis une fois que le bébé est né, puis une fois que le bébé mange, puis une fois qu'il part en crèche, etc., etc. Donc là, on est dans les contextes. Les enjeux, c'est qu'est-ce qu'on va gagner ou perdre en fonction de critères qu'on va mettre en place. Ça, c'est super important. Et aussi de l'objectif. Donc, vous voyez que ces quatre éléments, 1, 2, 3, 4 éléments-là vont aussi être très importants pour le livre. Je pourrais vous donner des exemples. Alors, on pourrait parler de crypto-monnaie, par exemple. C'est un sujet à la mode. Donc, on peut déterminer la cible. On peut dire, oui, je veux parler des crypto-monnaies, mais pour des petits investisseurs et pas uniquement des gens qui investissent des grosses sommes, etc., des débutants. Je veux que l'enjeu ce soit plutôt adapté pour des petits investisseurs avec des petits salaires, qui ont un petit salaire, qui sont en CDI, par exemple, et qui touchent le SMIC. Et je veux initier en tant que débutant aux crypto-monnaies ou un NFT. Et ils ne vont pas quitter leur travail pour autant. Ils ne vont pas gagner des 1000 et des 100 tout de suite, mais je veux m'adresser à eux. A contrario, on peut écrire un livre sur comment quitter son travail avant 50 ans. Et là, dans ce cas-là, on ne va pas écrire le livre de la même façon, pas avec les mêmes cibles, les contextes, les enjeux et les objectifs. Et là, on apporte de la deuxième partie la plus importante qui me vaut la réalisation de cette vidéo. Donc, on a bien entendu les dates et faits historiques, etc. C'est celui qui apporte de la vie à votre livre. Mais un livre, quand vous allez écrire un livre, il faut aussi que des fois vous lisiez des livres, vous lisiez d'autres livres. Beaucoup de mes clients ont déjà lu, mais ont cessé de lire depuis un moment, donc ils ont oublié de quoi est composé un livre. Je parle notamment des livres de développement personnel ou des livres de non-fiction. Alors là, on va obligatoirement dans le manuscrit, à un moment donné ou à un autre, directement ou indirectement, souvent directement, on va parler de l'approche philosophique, psychologique. On n'est pas obligé d'inclure tout ça, hein, on n'est pas obligé de mettre en place, de parler de l'approche comportementale, biologique, etc. Mais souvent, dans un livre, si on va parler de la colère, par exemple, de la gestion de la colère ou des émotions, on peut aborder la chose sur un point de vue psychologique, un point de vue comportemental, biologique, pourquoi pas, sociologique également. Historique, ça pourrait arriver qu'on peut donner quelques exemples où la colère a conduit à des mauvaises choses, etc. Ce n'est pas le point le plus important. On ne va pas faire un chapitre sur la partie historique. Et puis, on insistera sur la partie spirituelle. Et souvent dans les livres, si on demande à ChatGPT 3, je suis en train d'écrire un livre sur la gestion de la colère, pourrais-tu me donner une approche environnementale? Vous aurez des réponses très surprenantes. À vous de décider si vous allez l'ajouter ou pas dans votre livre.
Quelquefois c'est pertinent, quelquefois c'est moins pertinent, quelquefois ça peut paraître même absurde. À vous de voir en fonction des réponses. En tout cas, vous creuserez, vous graviterez autour du sujet sur tous ces axes-là ou sur tous ces approches-là. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, dans votre livre, dans votre manuscrit, vous avez bien entendu des pages de garde à maintenir, des titres, des sous-titres, des sommaires de livres à mettre en place. Et encore une fois, c'est important de rajouter des exemples, des faits historiques, etc. Je peux prendre un exemple. Hein. Je pense à un livre où on pourrait écrire sur la pensée excessive, par exemple, qui est le fait de trop penser, de trop avoir des idées qui foisonnent dans son esprit, comment canaliser son esprit, comment avoir une pensée plus souple, plus équilibrée, plus stable. Donc là, ça s'adresse à un sujet ou à des personnes bien précises. Et bien, on pourrait envisager d'écrire le livre en donnant un fil rouge, un fil conducteur. Ça va être par exemple Sophie. On va imaginer un personnage qui s'appelle Sophie. Et Sophie, pendant tout le livre, on va donner des exemples uniquement de Sophie. Sophie arrive chez le médecin et elle va se poser beaucoup de questions dans la salle d'attente en montant les marches de l'escalier. Elle va voir les sonneries qui ne sont pas écrites de la même couleur que le même stylo. Elle va se dire que les médecins ne sont pas arrivés au même moment, etc. Elle va entendre du bruit dans la salle d'attente. Elle va voir le paillasson devant la porte. Et elle va se poser des questions, etc. Plus tard, lorsqu'on va aborder le monde professionnel, on va toujours parler de Sophie. Et Sophie va, par exemple, parler d'une anecdote où elle prenait beaucoup la parole, elle coupait la parole à ses collaborateurs et collaboratrices, collègues, et ça faisait rire ou ça embêtait les collègues, etc. Et ça, on peut demander à ChatGPT 3, rédige-moi un exemple où Sophie est dans tel cadre, etc. Et vous pouvez ajouter cet exemple dans votre livre. Donc, l'intelligence artificielle, je rouvre les guillemets, n'a rien d'intelligent comparé à nous, l'être humain. On a une intelligence beaucoup plus large, plus grande que cette machine. Cependant, il est incontestable que cet outil révolutionne le monde de l'édition, le monde de l'écriture, et notamment maintenant, mais dans les semaines et les mois à venir, puisqu'il est annoncé des versions beaucoup plus importantes, je ne sais plus les chiffres, hein, mais des milliers, des centaines de milliers, beaucoup plus forts que ce qu'on a maintenant. Alors, il faut aussi respecter les auteurs et les écrivains qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle et qui ne veulent pas l'utiliser pour différentes raisons. Il faut aussi que les auteurs et les écrivains considèrent et éprouvent de la considération pour ceux qui utilisent l'outil. Généralement, sur les forums de discussion, il y a une incompréhension, en tout cas, il y a une opposition des choses dans ce domaine-là. Mais en tout cas, si toi, tu es dans cette partie-là, c'est que ça t'intéresse un tantinet, soit-il, un petit peu. Voilà, l'objectif de la vidéo était de te montrer qu'un livre, c'est pas tu appuies pas sur un bouton pour créer un livre avec ChatGPT 3. Voilà, si ça t'intéresse, on peut en discuter, toi et moi, il n'y a pas de souci. Hein, je suis toujours joignable, même si ce sont mes équipes qui s'occupent du front office, de la partie de discussion clientèle. Je salue Mirad, hein, qui est la personne qui va vous accueillir quand vous allez nous contacter. Si tu veux, on peut parler de ton livre, du sujet du livre que tu souhaites déléguer à l'écriture. Tu cliques ici, en quête d'un ghostwriter, et puis tu cliques ici sur contacter, et tu me dis, bah, salut John, moi je veux écrire un livre sur l'éducation canine, sur l'évolution des mœurs sexuelles, ou j'en sais rien, ou plein de choses. Hein. Et puis, moi, je te donnerai un avis, une première ligne directrice, et on pourrait convenir d'une suite. Ou sinon, tu peux me déléguer l'écriture de certaines parties de ton livre, à toi de voir. Voilà, je te remercie en tout cas pour ton attention. Je te présente des excuses si, d'une manière ou d'une autre, involontairement, inconsciemment, j'ai dit certaines choses qui étaient fausses ou erronées ou pas très proches de la réalité. Je suis aussi un être humain. Donc je t'invite à réfléchir par toi-même, hein, de voir ce que j'ai dit, et puis à tête opposée de faire le point et de voir si cela fait sens pour toi. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans ton parcours, et je t'invite à nous rejoindre en tout cas sur le groupe que je t'ai montré, Accélération pour auteurs et écrivains, et je te dis à très bientôt, la vie est belle, que la force soit avec toi.